Bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous régional pour PACA. Nous attendons encore quelques minutes les dernières connexions. Bon, on va démarrer. Oui, on entend un petit écho, je pense, Christophe. Ok, je vous propose de commencer. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette session pour notre rendez-vous régional pour célébrer les 3 ans de Mon Espace Santé. Bienvenue à tous. Je vous propose de commencer par un petit point. Donc, juste cette session est enregistrée. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons avec plaisir. Et puis voilà, pour les intervenants, pensez bien à désactiver votre micro lorsque vous ne prenez pas la parole. Voilà, et puis je vous propose de commencer directement par l'introduction, et puis on reviendra sur quelques chiffres clés à l'issue de ces 3 ans de Mon Espace Santé. Et puis, nous partagerons certains retours d'expérience avec nos invités qui nous ont rejoints. Et voilà, avant de commencer avec les conclusions, enfin de finir plutôt avec les conclusions. Je laisse la parole je ne vois plus le support. Voilà. Je laisse la parole du coup à Géraldine Cornet-Giquel, directrice des services numériques à l'ARS PACA, pour ce petit mot d'introduction. Oui, bonjour à tous. Écoutez, ravie de vous retrouver pour ces 3 ans de Mon Espace Santé. Ravie du chemin qui a été parcouru pendant ces 3 ans grâce au soutien qui a pu être obtenu dans le cadre du programme Ségur numérique. Je sais que vous êtes très nombreux connectés aujourd'hui. C'est vraiment une très bonne occasion de partager les retours d'expérience, et je remercie les participants, les intervenants qui vont prendre la parole tout à l'heure pour partager leur retour sur l'usage des outils en lien avec Mon Espace Santé. Donc, merci à tous d'être là. Et puis, on va laisser la parole. Alors, peut-être Ella Gariani de la DNS, de la délégation du numérique en santé, qui prend la parole ensuite pour faire un point sur les différentes données, les données chiffrées qui montrent l'adhésion à Mon Espace Santé. Je ne sais pas, Ella, si c'est toi, Claire ou Saïd qui… Bon, on va se partager la présentation, effectivement. Oui, je crois. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Géraldine. Merci de l'organisation aussi de ce petit anniversaire des 3 ans de Mon Espace Santé. C'était important pour nous de faire un petit point de situation, rapidement partager avec l'ensemble des acteurs là où on en est de la mise en œuvre de Mon Espace Santé, le carnet de santé de l'ensemble de nos concitoyens,
Pour rappel, hein, le dispositif a été lancé en 2022 dans une histoire un petit peu compliquée où il venait s'inscrire après 20 ans d'un dossier médical partagé, voilà, plus ou moins utilisé, plus ou moins facile à utiliser, plus ou moins utile dans le quotidien des soignants et des patients. Et l'idée avec mon espace santé, c'était de doter l'ensemble de nos concitoyens d'un service public qui permette à chacun de gérer ses données de santé, de les partager avec son équipe de soins, de faire en sorte que du côté des soignants, l'information soit disponible au bon moment. Alors, au bout de 3 ans, vous allez le voir, hein, on va vous partager quelques chiffres au niveau national et aussi de la réalité en région PACA. Clairement, ce qu'on peut se dire, c'est que ça a largement progressé. On reviendra ensuite dans le détail sur les chiffres. En gros, le train est sur les bons rails. Là, on commence vraiment à pouvoir remplir cette promesse qui est faite aux assurés sociaux, aux patients, aux citoyens, de dire, voilà, vous pouvez maintenant disposer d'un carnet de santé numérique au même titre que on avait notre carnet de santé papier au 21e siècle. On a une nouvelle manière de gérer ces données de santé. Et du côté des soignants, on y reviendra aussi également, l'information disponible dans mon espace santé commence à être suffisamment intéressante, suffisamment largement disponible pour que, en tant que professionnel, j'aille y jeter un œil quand je prends un patient en charge pour la première fois, en cas d'urgence ou même dans le cadre d'un suivi de long cours. Donc, le verre est à moitié plein. Il nous reste quand même encore beaucoup de boulot. On y reviendra, hein, du boulot à faire pour faire en sorte que mon espace santé soit de plus en plus utilisé par les patients, de plus en plus connu des assurés, que, en gros, les patients retrouvent systématiquement leurs données de santé. Aujourd'hui, on peut se dire on est environ un document de santé sur 2, les résultats d'examen de biologie, des ordonnances, des lettres de liaison de sortie à l'hôpital qui sont envoyées aux patients dans mon espace santé. Donc, il nous reste encore l'autre bout du chemin à aller chercher et faire en sorte que cette information soit facile à envoyer aussi pour les professionnels à leurs patients à la sortie d'un épisode de soins. Et enfin, le troisième volet qui nous reste à adresser, c'est bien évidemment le fait que cette information, elle soit suffisamment facile d'accès aux professionnels depuis leur logiciel, sans qu'ils aient à se poser la question si oui ou non le patient dont ils assurent la prise en charge a un carnet de santé rempli et consultable. Donc ça, c'est tout le cœur des chantiers qui sont encore devant nous, sur lesquels on continuera de travailler avec les collègues de l'assurance maladie, bien évidemment, et aussi avec les collègues des ARS, du GRAD, et bien évidemment l'ensemble des acteurs côté établissement de santé, professionnels de santé libéraux également, pour faire en sorte que ce carnet de santé, ce soit un service à la main des patients et utile aux soignants. Je vais pas être beaucoup plus longue, moi, en intro, peut-être pour balayer les chiffres et vous donner une idée encore plus précise de là où on en est à 3 ans de mon espace santé. Je donne la parole à Claire. Alors, je vais représenter du coup là. Merci à toi Ella. Donc ravi d'être avec vous aussi pour cette date anniversaire. Donc c'est un peu symbolique, hein. On fête les 3 ans effectivement de mon espace santé. Donc on voulait faire un petit focus effectivement sur les chiffres nationaux, hein, pour vous montrer qu'effectivement l'ancrage donc de mon espace santé dans le quotidien des citoyens français aujourd'hui est de plus en plus important. Donc au-delà des 97% des assurés sociaux, hein, qui ont un espace santé ouvert suite à l'opt-out, l'élément important, je pense, à retenir, c'est quasiment 25% aujourd'hui, hein, de personnes qui ont activé leur espace santé. Donc ce qui représente en termes de connexion, donc plus d'un Français sur 4, avec une moyenne effectivement constatée, hein, sur 2024 de plus de 520 000 activations donc mensuelles, et puis plus de 6 millions de profils effectivement dans l'espace santé activés en l'espace d'1 an. On peut passer à la diapositive suivante. Alors, on voulait vous faire aussi un rappel là, sur le rapport entre le cœur de cible, donc par tranche d'âge, hein, donc le rapport entre la population française et les profils de mon espace santé activé. Donc on constate effectivement là sur les dernières données qu'on a pu avoir que notre cœur de cible, c'est la tranche d'âge, donc entre 25 et 69 ans, ce qui veut dire qu'effectivement on doit encore travailler, hein, pour promouvoir aussi mon espace santé auprès des plus jeunes comme auprès des seniors de plus de 69 ans. On peut passer à la suite. Et puis, pour terminer donc, sur la prise en main finalement, hein, de mon espace santé, donc de l'outil,
qui est aujourd'hui de plus en plus utilisé par les citoyens français. Donc on a constaté aussi en termes de fréquentation et le nombre de visiteurs, donc comme vous pouvez le voir aussi à l'écran, donc plus de 2 millions de personnes qui se sont connectées à l'application mobile, ce qui représente plus de 5 millions également en termes de téléchargement sur les 2 plateformes, donc iOS et Android. Sur les versions aussi ordinateur, donc desktop, plus de 6 millions de personnes qui ont fréquenté le site institutionnel, et puis plus de 6 millions également de personnes qui ont fréquenté le site, mais via le mobile. Comment ça se traduit concrètement? Donc x2 sur le trafic sur le site internet par rapport à 2023, donc ça on peut s'en féliciter. Et puis également donc 50% des visiteurs qui reviennent d'un mois à l'autre sur l'application mobile. Donc ça veut bien dire effectivement que le constat est évident, que essayer mon espace santé en quelque sorte, c'est l'adopter. Et puis pour terminer donc sur les principales fonctionnalités utilisées par ces personnes-là, donc on ressort en premier effectivement la documentation, c'est-à-dire que les usagers alimentent donc leur profil avec des documents ou des mesures. Bien évidemment, on retrouve effectivement en deuxième et voire troisième position en fonction des environnements, donc sur le site internet ou l'application mobile, donc les messageries, la messagerie citoyenne en l'occurrence, le profil médical qui est alimenté, l'agenda également pour la partie mobile, ainsi que la messagerie. Je te laisse la parole du coup Claire sur la suite. Merci Saïd. Bonjour à tous. Donc, si on passe à la slide suivante, donc comme ce qui est intéressant, c'est vraiment que les gens s'en emparent. Donc, il y a deux utilisateurs de ce carnet de santé. Il y a les usagers avec les chiffres que Saïd vient de partager. Donc, l'usage principal, ça reste effectivement la consultation des documents aujourd'hui, qu'on verse de plus en plus massivement. On va y revenir. Et comme vous le voyez un petit peu sur la courbe, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà un effet de rattrapage, c'est-à-dire que les patients s'en emparent pour finalement rattraper leur historique de santé qui parfois peut pas être versé parce que c'est un travail assez fastidieux par les structures. Donc, une lettre de liaison d'il y a 5 ans peut avoir de la valeur dans la prise en compte des antécédents médicaux. Donc, on a près de 9 utilisateurs sur 10. On estime qu'ils ont déposé un document de santé. Et voilà. Et on estime surtout que le cœur de l'usage aujourd'hui, ça reste aussi la consultation des données qui sont déposées par les professionnels. Parce qu'on pense que, au vu des calculs et du taux de consultation par les usagers sur le site, qu'environ 80% des documents qui sont déposés sont consultés par les utilisateurs. Maintenant, côté professionnel, donc Ella l'a dit, tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que on puisse verser de manière la plus simple possible. Et c'est tout le dispositif Ségur numérique qui vise à mettre à jour les logiciels, à aussi mettre en place un petit peu les changements organisationnels. Et je pense que vous aurez un certain nombre de témoignages qui en parlera pour rendre ça le plus facile possible. Donc, on estime qu'aujourd'hui, un document sur 2 est aujourd'hui déposé sur mon espace santé et qu'environ 2 tiers des Français ont déjà reçu un document de santé. On voit cette courbe, on a voulu vous mettre un peu la progression depuis 3 ans pour montrer qu'il y a une vraie progression qui est liée à ces évolutions logicielles et cet accompagnement de terrain qui est mis en œuvre avec un certain nombre de chiffres au niveau national. Je pense qu'on prendra le temps surtout de les décliner au niveau de votre région, même si on sait qu'on a encore beaucoup de travaux à mener parce qu'il y a encore parfois des difficultés logicielles, il y a des choses qui nécessitent des prérequis un petit peu techniques, il y a des fois c'est des problématiques plutôt organisationnelles. Donc, on a encore beaucoup de chemin pour que demain on se dise, on a atteint 100% finalement des professionnels de santé qui sont en capacité de verser les documents pertinents dans mon espace santé. Enfin, sur les derniers chiffres nationaux, bien évidemment, l'intérêt, c'est que cette donnée, elle soit facilement consultable par les professionnels de santé. Elle a de la valeur parce que elle n'est pas uniquement, elle est mise à disposition des patients, ce qui est un droit et qui est extrêmement important, qui peut aussi éviter de redemander des documents qu'on a pu avoir. Mais c'est surtout la consultation qui est bien évidemment très attendue. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour les médecins de ville qui sont équipés de logiciels, c'est déjà possible depuis le logiciel métier, donc directement sans changer d'interface. Après, on sait qu'aujourd'hui, elle n'est pas optimale, il n'y a pas énormément de modes de visualisation et de fil. C'est ce qui va être vraiment le cœur de ce qu'on appelle la vague 2, le nouveau cycle de mise à jour logicielle qui va avoir lieu et dont on donnera tous les détails dans 2 jours. Mais pour autant, on estime qu'il y avait plus de 30 000 professionnels et encore ces statistiques ont beaucoup augmenté parce qu'on est à 50 000 professionnels de santé de ville qui ont consulté le DMP en janvier. Là, c'était des statistiques qu'on vous a données de décembre. Et là où il y a une très forte attente, c'est en établissement de santé où aujourd'hui, ils sont obligés d'aller sur le site dmp.fr, donc c'est moins facile
facile. Pour autant, voilà, on avait déjà près d'un quart des établissements où il y avait voilà, un ou plusieurs professionnels qui s'étaient connectés et on a tout un travail, il y a toute une expérimentation là pour essayer d'accompagner justement ceux qui en ont le plus besoin, notamment aux urgences où il y a une très forte valeur pour pouvoir éventuellement voilà, consulter les antécédents et je pense que le CH d'Arles en parlera largement parce qu'ils ont été très partie prenante de la première phase de cette expérimentation. Et pareil, là, les données, on voyait qu'il y avait une très forte croissance dans la consultation des Mon Espace Santé et des documents consultés. Et ces chiffres ont encore doublé voilà, sur le mois de janvier. Donc, il y a une très forte attente de fluidification de cet usage-là, mais qui est déjà émergent. Très bien. Merci beaucoup pour ces chiffres. Maintenant, on passe pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Christophe. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Christophe Curto, je suis en charge du programme Ségur numérique au sein de l'ARS PACA. Donc, écoutez, la tendance régionale, elle est sans surprise à l'image de la dynamique nationale, hein, puisqu'effectivement, le fort développement des usages et de l'alimentation du DMP. Donc, on a un taux d'activation autour de 22%, alors un petit peu en deçà de la moyenne nationale, mais on compte bien se rattraper. Vous avez plus d'1,3 million de visiteurs connectés, donc plus 140% par rapport à 2023, et plus de 5500 professionnels de santé qui ont consulté Mon Espace Santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais vous pouvez constater effectivement qu'il y a une forte croissance du nombre de professionnels de santé qui alimentent le DMP et de la même façon, une augmentation très importante du nombre de documents qui est envoyé par les professionnels de santé dans le DMP. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça concerne déjà tous les couloirs, tous les secteurs de la santé, parce que c'est bien ce qu'on recherche. On recherche une synergie dans le cadre de l'usage de ces services numériques. Ils n'ont d'intérêt que s'ils facilitent les échanges entre les différents couloirs, que si des professionnels de ville reçoivent effectivement des lettres de sortie de l'hôpital et inversement, l'hôpital a la possibilité de consulter un volet de synthèse médicale ou un compte-rendu de biologie de ville. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre en place. Cette alimentation, elle traduit cette synergie. Donc, on est à plus de 25 millions de documents qui ont été envoyés dans le DMP en 2024. Donc, le DMP n'est plus une coquille vide. Voilà, on a rencontré cet écueil pendant des années, c'est plus le cas. Il y a un nombre significatif d'informations pertinentes à consulter dans le DMP qui a été envoyé par les différents professionnels de santé. Donc, ce résultat, on l'a atteint. Bon, on espère effectivement au niveau de l'accompagnement régional à apporter notre petite pierre à l'édifice, mais ce résultat, c'est avant tout grâce à votre mobilisation, grâce effectivement au concours des professionnels de santé du territoire, et on vous en remercie. Merci Christophe. Eh bien, je vous propose de passer au retour d'expérience. Donc, nous allons commencer peut-être avec le docteur Bargier, qui est médecin généraliste, qui va nous raconter son expérience. Oui, donc moi qui suis un vieux médecin, puis je suis plus près de la retraite que du début, effectivement, j'étais pas le plus geek en informatique, et pourtant je m'y suis mis petit à petit avec le logiciel médical. Et j'ai eu la chance de connaître, moi, le carnet de santé papier que les gens ont utilisé pendant quelques années, qui a malheureusement été un échec, mais qui pourtant est un outil extrêmement important. Quand les gens l'utilisaient, ça nous rendait bien des services. On était bien content d'avoir des choses pratiques à visualiser quand c'était pas des patients de notre cabinet et que le carnet de santé était bien rempli. Et puis, effectivement, il est arrivé depuis 3 ans ce fameux DMP. Donc, on a vu ça arriver d'un œil un petit peu curieux, on va dire. Et puis, petit à petit, effectivement, il s'est intégré dans notre quotidien. Moi, j'ai la chance d'avoir un logiciel qui s'appelle Axis Santé, pour ne pas le nommer, effectivement, et donc qui nous implémente le DMP du patient directement dans le dossier. C'est que j'ai pas besoin d'aller chercher midi à 14h et je trouve les informations très rapidement. Et une des dernières expériences que j'ai eues qui était extrêmement intéressante, c'était effectivement la récupération d'un compte-rendu de scanner
Avant, les gens, des fois, ils arrivaient sans leur scanner, puis ils me disaient, si, j'ai le scanner, mais le compte-rendu, il est sur leur site au radiologue, et puis il y a un mot de passe, il y a effectivement un identifiant, mais ils se souvenaient pas de l'identifiant et du mot de passe, ou c'était difficile à accéder. Et puis là, je suis allé voir un jour sur le DMP du patient, et j'ai trouvé effectivement le compte-rendu du scanner qu'avait déposé le radiologue. J'avais juste à cliquer dessus, et hop, il s'est ouvert, je l'ai téléchargé, et donc j'ai trouvé ça extraordinaire. Donc moi, je trouve que c'est un service extrêmement intéressant. Bien évidemment, il faut que tout le monde l'implémente. Moi, chaque fois que je fais un document, il me demande mon logiciel me demande si je veux l'enregistrer dans le DMP. Si le patient est d'accord, bien évidemment, je l'enregistre parce que c'est toujours extrêmement pratique. Et puis, par rapport à ce DMP, ça nous rend beaucoup de services sur les informations. Oui, ce que je veux dire, c'est effectivement, moi, je suis de la région arlésienne et effectivement, l'hôpital d'Arles joue le jeu, effectivement. Alors, par la messagerie sécurisée, on reçoit énormément de documents, y compris les comptes rendus des hospitalisations ou les avis d'entrée à l'hôpital. Donc, ça, c'est drôlement pratique. Mais effectivement, ils implémentent régulièrement le DMP, donc on a rapidement les informations. Donc, je trouve ça très, 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 très positif. Et je suis ravi, moi, de cette arrivée. Et effectivement, si le logiciel fonctionne bien avec le DMP, c'est d'une utilisation extrêmement facile et claire et pour nous et pour le patient. Merci, docteur, pour ce retour. Avec excusez-moi, est-ce qu'on peut poser une question? Bien sûr. Voilà, est-ce que, bon, j'assiste à la conférence et je voudrais savoir, je ne sais pas combien de gens qui assistent, si c'est un acquis que tous les gens qui assistent à votre conférence, à votre webinaire, sont des champions de l'utilisation du DMP, qui savent comment le faire, etc. En ce qui me concerne, chaque fois que j'ai un patient, je demande la carte d'identité, donc je fais l'identité sécurisée, et effectivement, j'ai accès au DMP, et il y a une case, comment dirais-je, pour mettre des informations qui ne concernent pas, qui concernent le patient, enfin, du point, je pense, je ne sais pas trop comment ça marche, mais je consulte le DMP, et je vois effectivement une liste de documents qui sont classés de manière chronologique, et se mélangent les facturations, les scanners, etc. Est-ce qu'il existe une structuration des données ou est-ce que c'est simplement un classement chronologique de tous les documents qui ont été mis par les différents médecins ou hospitaliers qui ont, quand le patient a eu une identifiant sécurisée, parce que sinon ça ne marche pas. Voilà, donc moi je me pose déjà beaucoup de questions et j'ai peur que la fin de la conférence arrive et que je n'ai pas reçu de formation. Si je peux me permettre de vous répondre par mon expérience, effectivement, vous avez raison, tous les documents sont classés par ordre chronologique du plus récent au plus ancien. Mais par contre, effectivement, sur la gauche de notre DMP, par exemple, nous, on a des catégories de médicaments qui peuvent nous permettre de ne sélectionner que ce qui nous intéresse, que des certificats, que des comptes rendus, que l'imagerie médicale, voilà, que la synthèse. Donc, c'est très bien présenté. Alors, c'est peut-être l'interface que j'ai avec mon logiciel qui me le permet. Peut-être tous les logiciels ne le permettent pas parce que je connais pas comment se passe sur un autre logiciel l'accès au DMP. Mais là, nous, c'est classé effectivement par catégorie. Donc, si on ne veut voir qu'un truc particulier, on clique dessus et ça nous sélectionne la partie qui nous intéresse. Donc moi, je trouve que c'est extrêmement facile d'accès et sans formation aucune. Moi, j'ai pas reçu de formation particulière. C'est assez intuitif. Moi, j'ai pas eu de difficulté particulière à l'utiliser. Et si je peux me permettre de compléter, Monsieur Robert, par rapport à la question, c'est vrai que là où historiquement on avait des dossiers médicaux qui étaient assez vides, maintenant on commence à rentrer dans un monde où justement, comme il y a beaucoup d'informations qui est envoyée, typiquement on l'a dit, le CH d'Arles par exemple qui envoie beaucoup d'informations dans les dossiers patients des patients qui sont pris en charge par le CH. Maintenant, l'étape d'après, c'est justement d'améliorer la façon dont cette information est disponible dans vos logiciels. Donc, le docteur Berger vient de parler de lui dans son logiciel. C'est assez simple, c'est structuré par type de document. Et donc, on travaille avec les éditeurs de logiciels pour que du côté du soignant, justement, on n'est pas à nager, entre guillemets, dans tout l'historique des documents de santé des patients, mais bien que on valorise les informations en fonction des types d'informations qui sont les plus pertinentes, par exemple avec les documents les plus récents, avec les types de documents qui intéressent le soignant, etc., etc. Ça, c'est clairement un des chantiers sur lesquels il va falloir qu'on continue d'avancer. Alors, désolé,
Aurélie, si tu veux reprendre la main sur la suite. Oui, on va devoir avancer, mais merci beaucoup pour ces apports-là. Et de toute façon, on en parlera sur la fin. On organise un webinaire justement sur comment consulter le DMP en pratique. Donc, le 6 mars, on en parlera à la fin. Et Monsieur Robert, voilà, je vous encourage aussi à venir à notre webinaire pour voir toute cette approche détaillée. Je vous propose de passer à notre deuxième intervenant, le docteur Thibaut Tchilingirian. Si vous nous entendez. Oui, bonjour. Je laisse la parole. Merci. Oui, bonjour. Donc, Thibaut Tchilingirian, je suis pharmacien d'officine dans un village et je suis équipé d'un logiciel pharmaceutique qui était mis au Ségur comme tous les logiciels. Au début, on était un petit peu dubitatif sur la façon dont ça allait se passer et c'est vrai qu'ils ont fini par mettre à jour le logiciel et que, par exemple, en usage quotidien, ça va être tout ce qui est vaccination. Les notes de vaccination partent toutes seules de notre logiciel vers le dossier médical partagé, donc côté patient, c'est mon espace santé. Ça nous permet également de pouvoir consulter des documents qui nous sont nécessaires pour la délivrance de produits, par exemple de vérifier une NFS quand il y a besoin par rapport à des délivrances de certains médicaments ou vérifier un test de grossesse. Et également, on reçoit à travers la messagerie sécurisée, la messagerie citoyenne, des ordonnances, des prescriptions, car on est les seuls professionnels de santé qui pourront être contactés en direct par les patients sans avoir à initier le dialogue, et ça leur permet de nous envoyer des ordonnances de manière sécurisée. Donc après, c'est vrai que ce qui a été un tournant, c'est la mise à jour de nos logiciels, parce qu'au tout début, pour pouvoir l'utiliser, il fallait aller se connecter dans le navigateur, s'enregistrer à l'ancienne dans dmp.fr, et c'était vraiment pratique. Et il faut que nos logiciels continuent d'évoluer. Donc, on a eu la première vague Ségur qui a fait une partie du travail. On attend avec impatience la vague 2 qui va permettre une meilleure redescente et une meilleure consultation. Et également, un des freins, ça a été évoqué par Dr Robert, c'est l'identité numérique l'INS du patient qui doit être qualifié par tous les professionnels de santé. Parce que même si les professionnels sont équipés d'un logiciel qui est compatible avec l'alimentation, la consultation du DMP du patient, si cet INS a été validé, il n'y a rien qui peut à la fois être alimenté et consulté, et c'est ce qui peut expliquer le trou. D'autre part, même si ça ne pourra pas être résolu, on voit l'utilité du DMP quand il manque, en étant région transfrontalière. Quand un patient va par exemple sur Monaco et qu'on essaye de se connecter par habitude dès qu'on voit qu'il n'y a rien, c'est là qu'on se dit que ça manque, et c'est les patients qui doivent prendre la main, ils le font, ils mettent les documents dans leur espace santé. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais voilà, c'est vraiment le tournant, ça a été la mise à jour des logiciels, et voilà, on attend aussi de l'aide des tutelles, notamment de l'ANS, pour mettre la pression sur certains éditeurs qui tarderaient à remplir leurs obligations, et c'est ce qui permet de nous simplifier le quotidien. Merci. Merci beaucoup pour ce retour. Bien, je vous propose de passer sur notre rétexte de parcours urgence en territoire du Pays d'Arles, donc avec nos intervenants Delphine Seos et Sandrine, peut-être Noterman, qui a pu se connecter, sinon je vous laisse la main. Oui, bonjour, vous nous entendez? Oui, très bien. Bonjour. Donc je vais commencer. Donc je suis Delphine Seos, infirmière libérale sur la commune de Tarascon. Avant le DMP, voilà, les difficultés auxquelles j'étais confrontée, c'était une difficulté à disposer d'informations fiables. On a de plus en plus de troubles neurodégénératifs, de maladies psychiatriques. On a des problématiques de barrières de la langue sur notre territoire qui nous empêchaient, voilà, d'assurer le bon suivi du parcours de soins des patients que je prends en charge. Et quand les patients pouvaient être hospitalisés en ville, je n'avais pas forcément le retour sur ce qui avait été fait. Depuis plusieurs années, on a mis en œuvre un partenariat ville-hôpital avec le centre hospitalier d'Arles, avec pour objectif de venir décloisonner l'univers hospitalier et celui du libéral, puisque chaque entité dispose d'informations capitales pour l'autre,
avec des logiciels informatiques, numériques incompatibles les uns avec les autres. On nous a proposé, et je remercie tout le monde de participer à cette expérimentation lancée par le ministère. Et c'est l'hôpital d'Arles qui nous y a conviés, puisque je pense que nous sommes la seule structure de ville à avoir pu participer à cette expérimentation. Et en fait, ça nous a permis de réaliser que le DMP se posait comme un trait d'union entre la ville et l'hôpital, parce qu'il est accessible partout, ce qui nous permettait d'échanger des informations capitales. Il faut savoir, voilà, moi ce que ça a changé en fait dans ma pratique, si vous voulez, c'est que ça a permis donc déjà de sécuriser des informations par rapport aux difficultés dont je vous parlais, quand les patients ne peuvent pas communiquer ou que c'est très compliqué d'avoir des informations plus pertinentes, des informations plus exhaustives. Le nerf de la guerre dans notre pratique, c'est le temps. Et notamment le recueil de données, le recueil d'informations qui est capital et qui est la chose, on va dire, la plus chronophage dans notre métier. Je parle au nom aussi bien des médecins de ville, notamment le docteur Cochet, et que pour les infirmiers. Donc, ça permet d'avoir des informations beaucoup plus rapides, de raccourcir ce temps de recueil de données et d'être directement dans le soin. Voilà. À plusieurs reprises, moi, la consultation du DMP, ça m'a permis, par exemple, d'éviter de refaire des examens qui avaient déjà eu lieu, par exemple. Que ce soit, soit des prises de sang ou des consultations. Alors, je vous fais les retours un peu du terrain. Pour les patients, c'est un gain en termes de confort. C'est une économie de temps soignant et plus largement une économie quand même pour la société au vu du coût engendré par certains examens. Donc c'est vrai que les retours de cette coopération numérique sont positifs et les soignants et les patients verbalisent vraiment un bénéfice avéré. Nous, de notre côté, alors très rapidement, l'hôpital d'Arles, après Sandrine va prendre le relais, mais ils ont mis en place une fiche de liaison qui mettait à disposition dans le DMP, donc ça nous permettait d'avoir un retour sur ce qui avait été fait auprès de nos patients. Et donc, nous avons travaillé de concert pour nous, au niveau de la ville, élaborer, alors du côté des médecins, un volet de synthèse médicale, reprenant les traitements, les antécédents des patients. Et c'est vrai que le logiciel de la maison de santé, alors je vais le nommer Medistory, ils ont été très réactifs pour permettre d'intégrer ce volet de synthèse médicale directement dans le DMP. Et nous avons également travaillé sur l'établissement d'une fiche de liaison. C'est-à-dire qu'au-delà des informations médicales, les infirmiers, on est des sentinelles, on est au plus près, on est chez les gens, les infirmiers libéraux. On peut transmettre des informations sur l'environnement humain, la fonctionnalité du logement, les aides, les intervenants, bref. Des données qui sont quand même importantes pour l'hôpital quand ils reçoivent nos patients parce que ça va conditionner, par exemple, le bon retour à domicile. Ça a évité notamment des retours à domicile, des retours à l'hôpital, pardon, plus fréquents. Donc, c'est plutôt positif. Voilà, je pense que vraiment le DMP, ça va être une ressource incontournable pour tous les soignants et plus largement les citoyens. Et je vais raconter ma petite anecdote qui va faire la transition avec Sandrine. J'étais sur ma tournée, donc je me rends chez une patiente un dimanche et je la retrouve au sol. Donc, la patiente, ça nécessitait quand même le fait qu'elle soit envoyée aux urgences. Je lui demande où est-ce qu'elle a son dossier médical. Elle me dit, c'est pas moi qui l'ai, c'est ma fille, et ma fille n'est pas là. Je dis d'accord. Et la patiente était dans l'incapacité de pouvoir restituer tous ses antécédents. OK. Donc, j'ai pu, grâce au logiciel de la maison de santé, m'assurer que son médecin traitant avait mis un volet de synthèse médicale. J'ai pu joindre une copie des traitements et du dernier bilan sanguin. Et donc, quand les pompiers sont arrivés, que la patiente est partie avec eux, j'ai pu contacter l'hôpital d'Arles et notamment, elle va vous en parler, l'infirmière gériatrique des urgences en lui disant « Tu vas recevoir telle patiente, voilà. Dans le DMP, tu vas trouver toutes les informations qu'il te faut. » Et je me rappelle l'infirmière qui m'a dit c'est super parce qu'en plus, pour les traitements, c'est un dimanche, les pharmacies sont fermées, bref. Donc, la patiente a été reçue, elle a été immédiatement prise en charge puisque tout le recueil de données, il a été assez rapide. Je pense que Sandrine vous fera un retour. La patiente est restée peu de temps et à l'inverse, quand elle est ressortie, et bon, c'est pas joliment dit, mais c'est une patiente qui a
toujours tendance à se plaindre. Et bien là, écoutez, elle m'a dit, j'étais ravie, je suis arrivée à l'hôpital. J'étais un petit peu stressée, en fait. Tout le monde me connaissait, tout le monde connaissait mon dossier. Ça n'a pas pris longtemps. Elle est ressortie au bout de 2 jours et la patiente, comme la famille, était enchantée de ce parcours et c'est vraiment le DMP qui a permis ça. Voilà. Donc, je laisse la parole à Sandrine. Merci à tous. Oui, bonjour, Sandrine Offerman. Donc, je suis IGU, infirmière gériatrique aux urgences du CH d'Arles. Voilà, pour continuer la petite histoire de ma collègue Delphine. Voilà, nous, en tant qu'IGU, nous sommes là pour consulter le DMP, pour en extraire les documents. Mais avant de parler des bénéfices, parce qu'il y a beaucoup de bénéfices du DMP par rapport aux problématiques rencontrées, juste vous présenter qu'est-ce qu'une IGU. Voilà, c'est une spécificité donc de la région PACA. Actuellement, sur le CH d'Arles, nous sommes une équipe de 6 infirmières, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et nous prenons en charge des patients de plus de 75 ans pour éviter les passages aux urgences et favoriser les hospitalisations directes et faciliter le retour à domicile. Donc, on a plusieurs casquettes. Donc, en externe, c'est pour éviter les passages aux urgences en favorisant les entrées directes, genre HTU, hospitalisation temporaire d'urgence, ou directement dans les services. Et en interne, nous faisons une évaluation du patient biopsychosocial pour réduire leur temps de passage aux urgences et coordonner la mutation vers les services d'aval ou le retour à domicile. Voilà. Donc, les IGU, nous sommes des coordinateurs soignants. Donc, nous mettons en lien avec les infirmières libérales, travaillons avec l'extérieur, Pôle Info Senior, avec les médecins traitants, avec les EHPAD, DAC, équipe mobile de gériatrie intra, extra, enfin voilà, avec toutes les structures et c'est très très important cette communication, voilà, pour faire le lien. Et donc on se posait la question, et pourquoi la mise en place de la consultation du DMP aux urgences d'Arles et par les IGU, comme disait ma collègue, souvent les patients se présentent désorientés. Alors nous, on travaille avec une population des patients de 75 ans et plus, donc qui ont souvent des troubles cognitifs, des pertes de mémoire, confusion, où on a très peu d'informations médicales, voire aucune. Donc, on sollicite tout le cercle de soins connus pour obtenir des traitements, des antécédents, des informations. Donc, un petit mise au point avant la mise en place de mon espace santé, avant la consultation donc du DMP. En moyenne, un patient déjà connu, ça représentait 4 sur 5. Les traitements souvent plus faciles à trouver, car nous avions un peu de données médicales dans le dossier, mais souvent, c'était des données anciennes qui n'étaient pas réactualisées. Au niveau des patients non connus, ça représente à peu près 1 sur 5. Donc, pour trouver des informations pour ce patient, c'est un jeu de pistes. Pour retrouver des informations médicales, les coordonnées de la famille, voilà, surtout chez des personnes qui sont désorientées. Je vous donne un petit exemple concret. Une patiente s'est présentée complètement désorientée avec juste son nom, son adresse, et on a pu, donc, pour trouver le jeu de pistes, il a fallu contacter la pharmacie pour trouver l'adresse, et de là, j'ai pu avoir le médecin traitant pour avoir les antécédents. Enfin, c'est très compliqué. Ça prend au minimum de 1 heure à 4 heures par patient pour contacter le cercle de soins et collecter des informations. Depuis le DMP, donc au niveau du bénéfice de la mise en place de l'expérimentation, nous avons pu consulter presque de 1000 dossiers, avec 87% de patients que on a pu constater que les dossiers étaient remplis. Et pour tous les patients qu'on a pris en charge, on a eu 100% d'accord de consultation du dossier, du DMP. Voilà, ça nous change complètement le quotidien, parce que dans le DMP permet de tout centraliser, toutes les informations, les synthèses de médecins avec les traitements, avec quand c'est bien mis à jour, on a tout au même endroit. On a pu retrouver des DLU des EHPAD, les dossiers sont imprimés, ils sont perdus des fois dans le transport sanitaire ou interne, ou des fois ils sont pas imprimés parce que les patients arrivent la nuit, donc la pièce où il y a l'imprimante c'est fermé à clé, donc il n'y a pas d'accès possible. Voilà. Ça nous a permis d'éviter des doublons, parce que des personnes qui sont retrouvées aux urgences,
grâce au DMP, on a pu constater qu'elle a eu un bilan la veille en ville, ou un examen, une radio, et ça nous a permis de gagner du temps et du confort pour le patient. Donc, comme disait ma collègue, le volet de synthèse médicale est un bon début, avec les antécédents, les coordonnées de l'équipe de soins, les ordonnances. C'est vrai qu'on peut l'étendre par rapport à cette fiche de synthèse où on peut retrouver l'autonomie du patient, où on peut retrouver et également les personnes de confiance, les protections juridiques. Par contre, il y a un point négatif, c'est au niveau des directives anticipées. Là, c'est pas beaucoup rempli, les directives anticipées. Les urgentistes, bien sûr, sont friands maintenant du DMP et étant donné que nous pouvons consulter qu'aux urgences, nous avons même des médecins des étages qui veulent avoir des informations et qui nous consultent pour ça. Voilà. Une petite histoire également. Une patiente qui a été retrouvée errante sur la voie publique a été amenée par les pompiers. On n'avait rien, on avait son nom, son prénom, mais on n'avait pas de personne de confiance, d'aidant. Et grâce au DMP, on a pu retrouver la personne de confiance et avoir toutes les informations voilà, adéquates. Donc, en fait, en résumé, ce DMP, c'est vraiment essentiel. Ça centralise tout, c'est un gain de temps. Ça permet de renforcer les liens ville-hôpital, parce que tout seul, dans notre petit coin, on peut rien faire, mais ça permet de tout centraliser. Donc, voilà, des petits slogans. Le DMP pour sauver des vies, le DMP et l'assurance de suivi de santé. Il y a eu quelques freins, je vous les soumets quand même, des problématiques des GU non inscrites à l'ordre et la recherche un petit peu plus difficile avec l'INS seulement. Voilà, et parfois trop de documents pour des personnes qui sont polypathologiques, mais quand même moi qui suis pas très informatique, c'est assez intuitif. Voilà, pour faire les recherches. Voilà, c'est vrai qu'il faut la barre de recherche chronologique. Voilà, pour le moment c'est comme ça. Voilà, merci. Juste, j'en profite du coup d'avoir des personnes de l'agence du numérique en santé. Au niveau des médecins de ville, donc ça marche très bien, les logiciels sont au point et ça transmet immédiatement dans le DMP. Au niveau infirmier, c'est compliqué, donc voilà, j'espère voilà, qu'on fait partie de cette nouvelle vague parce que le DMP en mobilité, et je pense que quand les équipes du grade sont venues, ben justement, ils ont pu voir que je n'ai pas pu. Je voulais leur faire une démonstration et je n'ai pas pu y accéder en mobilité. Donc voilà, les infirmiers, ce qu'ils attendent avant de cranter et d'augmenter en termes quantitatifs l'alimentation du DMP, c'est un fonctionnement en mobilité que nos logiciels s'y prêtent. Merci. Et je conclus juste, je ne sais pas si j'ai une minute. Oui, je me permets. Au départ, avant la mise en place, quand on nous a parlé du DMP, oh là là, ça va être une perte de temps, oh là, il va falloir faire des recherches, etc. Maintenant, que ce soit moi ou mes collègues, on ne l'enlève pas ce DMP. Hein. C'est vraiment une mine, une source d'information. Voilà, merci. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience au niveau professionnel de santé. Et je vous propose de passer maintenant d'un point de vue usager. Voilà, qu'est-ce que ça a apporté mon espace santé? Donc, avec une petite vidéo témoignage de Josiane, travailleuse en situation de handicap au sein de l'association Phare 83 et de l'ESAT Bidart. Aujourd'hui, vous êtes à l'ESAT Bidart. L'ESAT a une double vocation, un accompagnement à la fois à caractère professionnel et également un accompagnement médico-social. L'établissement a été sélectionné, je dirais, pour piloter, pour travailler autour de mon espace santé, de ce déploiement, de ce contexte d'accompagnement numérique. Dans un premier temps, il a fallu travailler autour de ce dossier, c'est-à-dire d'accompagner les travailleurs des ESAT au regard des professionnels pour justement appréhender l'outil. Et puis pour d'autres, tout simplement l'utiliser dans leur vie quotidienne, une visite médicale ou encore un rendez-vous au milieu hospitalier, de pouvoir comprendre cette traçabilité et de comprendre aussi l'utilité pour eux au quotidien. Accompagner à la santé, c'est aussi utiliser les outils qui sont à notre disposition. Donc on a proposé de travailler sur tout ce qui était mon espace santé et de permettre aux travailleurs de l'établissement d'activer leur espace santé. Nous avons tenu ce projet avec assistante sociale, infirmière, la directrice adjointe Laura Mazet
et moi-même. Nous avons également fait venir une ambassadrice, Mon Espace Santé, qui a présenté aux travailleurs l'outil. À la place de prendre les documents sur nous, on peut les avoir sur cette appli-là. C'est beaucoup plus facile. Moins comme ça, on montre au docteur sur le téléphone. C'est plus simple. Mon Espace Santé, ça permet principalement de retrouver mon historique de santé, de retrouver les éléments qui permettent la consultation, comme une ordonnance ou mon dernier bilan. Et puis surtout, c'est super léger parce qu'en fin de compte, ça tient que dans mon téléphone. J'ai pas besoin de me balader avec une valise de documents. Mon espace santé facilite ma vie. Eh bien voilà pour la partie usagée et notamment donc sans transition, je voulais vous présenter donc notre nouvelle coordinatrice régionale des ambassadeurs, donc les ambassadeurs qui œuvrent aussi sur le terrain pour développer et faire activer Mon Espace Santé. Donc je vais laisser la main à Cyrielle pour qu'elle se présente. Bonsoir à tous. Eh bien, tout d'abord, je suis ravie de célébrer avec vous ce soir les 3 ans de Mon Espace Santé. Donc, je suis la nouvelle coordinatrice régionale des ambassadeurs Mon Espace Santé. Donc, je suis Cyrielle Barral et je viens de reprendre un peu les rênes de ce poste et je suis ravie de m'investir dans cette belle aventure qui m'a l'air très collective avec tout ce que je peux voir jusqu'à présent. Et j'espère faire rayonner et développer ce carnet de santé numérique sur le territoire auprès des usagers. Donc, vous avez une adresse mail à disposition. N'hésitez pas à me contacter, en tout cas. Merci beaucoup, Cyrielle. Eh bien, je vous propose de faire justement un petit focus sur nos actions en région, notamment peut-être, Laurent, si tu veux détailler. Oui, bonjour à tous. Je suis Laurent Haas, le coordonnateur régional e-santé pour la CPAM. Donc effectivement, notre souhait, c'était vraiment d'accompagner l'ensemble des acteurs qui gravitaient autour de Mon Espace Santé. Il y en avait un qui était essentiel, bien sûr, c'était les usagers. Donc c'est pour ça que nous avons pris à cœur d'aller les accompagner partout où ils étaient. Donc on a mené des actions, que ce soit dans les lieux de soins, comme les hôpitaux, comme les centres de santé, mais également dans les facs, dans les cœurs des villes. On a été vraiment là où les patients étaient et nous attendaient les usagers. Donc on a notamment mené ce qu'on a appelé un roadshow, c'est-à-dire on avait un magnifique camion rose que vous voyez en photo qui a sillonné une quinzaine de villes en 2023 et en 2024 pour aller à la rencontre des usagers, pour les aider à activer Mon Espace Santé, pour leur expliquer. Ça a été pour nous un formidable baromètre de l'engouement autour de Mon Espace Santé, puisqu'on a vu qu'en 2023, les gens connaissaient très peu Mon Espace Santé, on devait beaucoup leur expliquer, on avait à l'époque activé beaucoup d'espaces santé, alors qu'en 2024, au contraire, on a activé très peu d'espaces santé, puisque les gens connaissaient déjà, beaucoup l'utilisaient, et certains avaient des questions très très pointues, c'est-à-dire qu'ils ne nous demandaient plus ce qu'était Mon Espace Santé, mais ils étaient beaucoup plus techniques, ils se demandaient pourquoi tel document n'était pas dedans, comment faire ci, comment faire ça. Donc pour nous, ça a été vraiment très très intéressant. On va vous présenter une petite vidéo justement qui retrace un peu ce roadshow. Je vous invite à baisser un petit peu le son, parce que vous allez voir, c'est une opération qui fait grand bruit. Donc Julie, je te laisse peut-être lancer la vidéo. Voilà, et bien fort de cette musique entraînante, justement, je vous propose d'enchaîner sur les perspectives pour l'année 2025. Je vais laisser peut-être la main à la ADNS, alors je ne sais pas, Ella ou Claire ou Saïd ou Teknam. Oui, bah moi je veux bien aller, je crois que c'est ouais, bon, vas-y Saïd, je te laisse démarrer. Alors, très rapidement, sur l'accélération de la trajectoire de progression de l'alimentation, donc ça c'était l'objectif qu'on s'était fixé effectivement depuis le lancement de Mon Espace Santé. Donc on va poursuivre dans cette voie.
Suite de la vague 2 du Ségur numérique, donc avec effectivement un webinaire là, et l'information que vous avez dû avoir sur le lancement et l'ouverture du coup pour les couloirs médecine de ville et imagerie. Donc comme ce qui a été dit depuis le début du webinaire, qu'on va poursuivre pour essayer de dépasser effectivement la phase de la vague 1 qui consistait à proposer des logiciels Ségur qui permettent en tout cas aux professionnels d'utiliser facilement les outils numériques pour effectivement se concentrer sur la partie usage. L'amélioration de l'articulation et de l'échange avec les différents outils numériques. Donc là, c'est pour faire en sorte effectivement, donc les travaux qu'on essaie de mener au niveau national, DNS, ANS, CNAM, faire en sorte qu'il y ait une articulation finalement entre les anciens outils numériques, donc qui étaient aussi intégrés dans e-parcours, puissent effectivement communiquer et s'articuler parfaitement avec les services socles dont on parle aujourd'hui, notamment MS Santé, DMP, etc. Et puis pour l'élargissement plutôt de l'ouverture des accès au dossier médical de mon espace santé. Donc ça concerne effectivement les histoires de délégation aux aidants, notamment pour le secteur médico-social. Donc l'instruction est toujours en cours. On n'a pas forcément de date à vous donner aujourd'hui pour la possibilité qui sera offerte effectivement en fonction de la matrice d'habilitation à certains professionnels pour qu'ils puissent accéder au DMP en consultation et en alimentation. Je te laisse peut-être la partie du bas du coup, Claire. Oui, pas de souci. Donc peut-être juste pour compléter par rapport à ce que vient de dire juste Saïd, parce que il y a deux aspects sur élargir l'accès. Il y a comment on donne bien accès à l'espace santé, comment moi en tant que patient, je peux potentiellement déléguer cet accès à un aidant. Donc ça, on a un blocage législatif, c'est-à-dire que les mécanismes techniques sont prêts, mais on doit avoir, et c'était notamment dans le texte sur la fin de vie, donc vous avez un petit peu suivi les événements politiques, mais en tout cas, tout est prêt pour qu'on puisse donner accès à un ou plusieurs personnes qui s'occupent de m'aider à prendre en charge ma santé. Et effectivement, en parallèle, on travaille sur comment est-ce qu'on s'assure que des professionnels qui peuvent jouer un rôle dans la prise en charge, qui aujourd'hui n'ont pas accès au dossier médical, donc les secrétaires médicaux, les assistants médicaux, aujourd'hui à la fois juridiquement et aussi dans les mécanismes techniques, il n'y a pas de possibilité d'accès. Qu'est-ce qu'on leur ouvre comme accès? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, on est en train de travailler à la fois sur le volet juridique et le volet technique. Et après, à des professions pour qui aujourd'hui, ils sont aujourd'hui identifiés dans cette fameuse matrice qui dit à quel document on a accès en fonction de sa profession, mais qui aujourd'hui n'ont pas d'accès opérationnel. Donc notamment les professionnels du médico-social, dont certains d'ailleurs ont fait des retours d'expérience. Donc on y travaille activement et on a une trajectoire un petit peu de sécurisation. Donc eux, ça devrait se mettre en œuvre. En tout cas, avant la fin de l'année, on est plutôt normalement confiant là-dessus. Ensuite, autre évolution, donc on l'a dit, on essaie de faire évoluer mon espace santé. C'est un produit qui s'améliore à la fois dans son usage, dans la manière dont on peut se connecter, dont on peut gérer ses documents, mais on essaie aussi de le personnaliser de plus en plus en fonction des données qu'on peut connaître sur le patient, et aussi demain de pousser de plus en plus de prévention personnalisée. Donc vous avez déjà l'agenda qui vous pousse un certain nombre d'informations. Par exemple, si vous avez un enfant, vous avez tous les examens recommandés, il y a une question sur le caractère de l'enfant. Demain, l'idée c'est qu'on puisse aller encore plus loin pour être encore au plus près, notamment d'anticiper un petit peu les rappels, ça ce que les examens obligatoires, des recommandations d'habitudes de vie, etc. Avec bien évidemment un droit d'opposition du patient. C'est quelque chose où on essaie très encadré, on est encadré par la CNIL sur ce sujet-là, mais d'essayer d'aller un cran plus loin. Un certain nombre d'entre vous, je pense, le connaissent. Il y a aussi un catalogue de services qui référence des applications sur un certain nombre de critères, de sécurité, d'éthique, notamment liés à l'hébergement des outils de tracking, etc. Donc, l'idée, c'était aussi qu'au-delà d'exposer un certain nombre de services, c'était de pouvoir demain échanger des données avec ces services, mais ça nécessite qu'on soit extrêmement vigilant sur dans quelles conditions on les échange, est-ce que le patient donne bien son consentement, on ne donne pas accès à l'intégralité des données, on est très très contraignant là-dessus. Et du coup, là, ça devrait se concrétiser bientôt, notamment avec une application qui permettra de synchroniser les données de son glucomètre, mais d'autres, on espère, pourront partager des événements de l'agenda qui permettront enfin d'avoir un peu toutes ces données à un endroit pour les partager plus facilement. Et également, dernier élément, mais pour vous le mettre en visibilité, donc il y a un règlement européen qui a été pris par le Conseil, par la Commission européenne, le Conseil d'État, et qui a été validé par les États membres et le Parlement. Et en fait, au-delà de créer un marché, un marché européen qui permettra de favoriser l'innovation, ça donne aussi pas mal de droits aux professionnels et aux patients. Et notamment, ça consacre le fait qu'on doit proposer un service d'accès aux données de santé, un certain socle de données de santé. Donc, vous imaginez le cas d'usage concret, c'est demain, vous avez un pépin de santé et vous êtes en voyage en Roumanie, en fait, un médecin en Roumanie
doit pouvoir accéder à un socle de 4-5 documents de santé, le volet de synthèse médicale, etc. Avec votre consentement, bien évidemment. Et donc, on a pas mal de travaux techniques à mener dans les prochaines années pour permettre finalement que l'Union européenne de la santé soit une vraie possibilité, notamment dans un certain nombre de cas qui prennent en compte les éléments. Voilà, donc un petit peu pas mal de chantiers à partager, à mettre en œuvre et pour ça déjà, merci d'avoir participé. Je pense que je donnerai le mot de la fin bien évidemment aux acteurs régionaux, mais je pense qu'on a encore beaucoup de chemins et de problématiques on en est conscient à résoudre, mais il y a aussi beaucoup de chemins parcourus, donc c'était aussi un petit peu le sens de ces temps forts de célébration. On sait que le chemin va être encore long, c'est de la vraie transformation de long terme. Avec vraiment beaucoup de choses qui vont arriver dans les prochaines années. Mais voilà, ça nécessite aussi de célébrer un moment l'engagement collectif et des choses qui ont été menées. Et on essaie aussi de mettre à disposition. Je vois qu'il y a beaucoup de questions aussi sur des documents utiles. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont à disposition. Donc, n'hésitez pas, on vous renverra peut-être les liens utiles, je pense, en suivi webinaire. Merci beaucoup, Claire. Saïd. Et puis, eh bien, pour terminer, une petite annonce pour la région et les professionnels de santé. Nous organisons un webinaire le 6 mars de 13h à 14h pour justement parler de la consultation, se préparer pour la consultation du DMP. Et notamment, donc, on viendra détailler un petit peu plus un retour d'expérience comme on a pu le faire là, mais de façon encore plus détaillée. Et puis, ça sera l'occasion, voilà, de pouvoir parler des usages maintenant que l'alimentation se fait de façon assez massive. Voilà. Donc, je vous encourage à vous inscrire. Et oui. Est-ce on a peut-être le temps encore de prendre une ou deux questions? Je vois que Monsieur Sabatier voulait intervenir. Oui, j'ai vu. Monsieur Sabatier, vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. Mais merci. Merci à l'équipe d'Arles et de Tarascon d'avoir fait ce retour d'expérience de ce cas d'usage. Bon, on en reparlera peut-être une autre fois plus spécifiquement de ce cas-là, mais je voulais aussi remercier toute la médecine de ville et les paramédicaux de la ville, parce que c'est eux la première ligne et qui, en alimentant, ça permet aussi de pouvoir avoir ces parcours de consultation à l'hôpital. Alors bien sûr, il y a les deux côtés. À Mont-Aval, il faut que la ville et l'hôpital alimentent. Pour l'hôpital, c'est un peu plus ancien, mais là, on voit que ça monte vraiment en charge pour la ville et qu'on peut faire des parcours comme celui qu'on a vu avec Sandrine et Delphine aux urgences. Et on a mis un autre parcours en place sur Tarascon avec la pharmacie. Il y avait le docteur Tchingirian qui en parlait tout à l'heure. C'est vrai qu'on fait toutes les admissions désormais grâce à Mon Espace Santé pour l'établissement des hôpitaux des Portes de Camargue. Et le pharmacien, il peut consulter l'ordonnance de la ville et la comparer avec l'ordonnance d'admission du patient et s'assurer que tout est bien en place pour qu'il soit pris en charge de la meilleure des façons. Donc voilà, c'était pour témoigner un peu mon satisfecit là sur la ville et la quantité de données qui est désormais alimentée et c'est vraiment très pratique, je pense, pour nos soignants. Merci beaucoup. Écoutez, on arrive au bout de notre webinaire. Donc, simplement pour vous dire qu'on va intensifier ces retours d'expérience et ces partages entre vous, parce que je pense que c'est vraiment le meilleur moyen pour essaimer ces usages et pour justement partager des usages très concrets et des modalités de travail qu'il faut, à mon avis, renforcés sur les différents territoires. Et d'ailleurs, nous, avec les échanges qu'on peut avoir avec les délégations départementales de l'ARS, elles confirment que ces besoins et que ces cas d'usage sont vraiment très pertinents. Donc, on vous remercie pour ces partages. Comme on l'a dit, la session a été enregistrée, donc elle pourra être revisionnée. Il y a tout un catalogue de webinaires qui est proposé par le GRAD et que vous pourrez aussi, auquel vous pourrez participer pour avoir plus d'informations. L'assurance maladie aussi propose des accompagnements ad hoc pour les professionnels de ville, donc il ne faudra pas non plus hésiter à les solliciter. Dire aussi que côté usager, il y a tout
donc porté par la coordination régionale. Il y a toute une démarche de sensibilisation en lien aussi avec les établissements qui se met en place. Donc, il ne faut pas aussi hésiter à vraiment contacter Cyrielle si vous souhaitez organiser des événements au sein de vos établissements, au sein de vos structures, maisons de santé, CPTS et les ESMS évidemment. Donc, on a aussi vraiment pour objectif d'augmenter l'activation et l'utilisation de mon espace santé par nos concitoyens. On est persuadé que l'usage est vraiment un plus pour eux, pour leur quotidien. Ça vous a été partagé tout à l'heure. Et je pense que vraiment, c'est aussi quelque chose d'important sur lequel il faut qu'on s'attarde. Et chaque professionnel de santé peut avoir un rôle dans ce cadre-là. Donc, merci beaucoup, en tout cas, de vos interventions, de votre participation à ce webinaire. Et à très bientôt pour la suite. Merci. Merci, bonsoir.